quelques minutes parce que c'est l'une des énigmes de ce régime iranien et que, je vous le disais, un coin du voile se lève avec ces rapports des renseignements publiés par un grand journal britannique, nouveaux éléments sur celui qui est censé être l'homme fort de ce régime de Téhéran, mais qu'on n'a jamais encore vu dans ses fonctions de guide suprême. Bien sûr, on parle de Mojtaba Khamenei, porté disparu depuis une quarantaine de jours, mais qui est officiellement le guide suprême. Quels sont ces éléments? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors jusque-là, on avait des bribes d'informations, le strict minimum. Oui, c'était le grand mystère, David. Alors on savait qu'à 56 ans, c'était lui, Mojtaba Khamenei, qui avait été désigné il y a un mois comme nouveau guide suprême de l'Iran pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre. Mais depuis, rien. Aucune cérémonie d'investiture, aucune apparition publique, aucun message vidéo enregistré comme le faisait régulièrement son père depuis un bunker. Alors il y a bien eu ces deux communiqués attribués au nouveau guide et diffusés à la télévision d'État iranienne, mais à chaque fois, ils ont été lus par une présentatrice à l'antenne. Bref, pas de son, pas d'image, de quoi alimenter les suspicions sur son état de santé. Jusqu'à aujourd'hui, donc, avec cette note des renseignements publiée, ou en tout cas largement reprise dans un journal britannique. Oui. Cette note, le journal britannique du Times l'a lue, elle s'appuie sur les informations partagées par les services israéliens et américains. Et voilà ce qu'elle révèle. Premièrement, Mojtaba Khamenei est vivant. Beaucoup murmuraient qu'il était mort, tué dans ce bombardement avec son père, son épouse, sa sœur et son fils. Eh bien non, il serait bel et bien en vie, mais puis cette frappe. Voilà ce que précise la note des renseignements. Il est inconscient, hors d'état d'agir et soigné pour une blessure grave. Et puis, il y a cette autre révélation. Les renseignements israéliens et américains Khamenei seraient soignés dans la ville sainte de Qom, à 120 km au sud de Téhéran. Elle est considérée, avec Mashhad, comme l'une des villes de prédilection du clan Khamenei. C'est là que Mojtaba et son père, bien auparavant, ont étudié la religion, là où ils ont enseigné également. Alors comment les services israéliens et américains peuvent-ils l'affirmer avec une quasi-certitude? Eh bien, selon Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement israélien, ce sont les mouvements suspects dans la ville qui ont trahi la localisation du nouveau guide suprême. Ça a été repéré par des déplacements de personnes et des déplacements de matériel. Dans tous les cas de figure, c'est quelqu'un qui visuellement observe un déplacement de personnes d'un endroit à un autre qui n'est pas habituel, qui n'est pas routinier, ce qui permet de repérer effectivement la cible. Est-ce que ça signifie, Quentin, qu'il est dans un hôpital de la ville? Alors, la note des services britanniques ne le précise pas, mais on entend ici et là que Mojtaba Khamenei aurait plutôt été mis à l'abri dans un des nombreux bunkers du régime, avec une chambre médicalisée pour lui prodiguer les soins lourds. D'autres évoquent aussi une simple cachette dans un appartement de la ville de Qom, au milieu de la population. Écoutez de nouveau Raphaël Jérusalemi. Nous avons vu récemment que le bunker ne sert pas à grand-chose non plus, et que parfois il est plus discret de se cacher en ville, dans un quartier résidentiel parmi la population, que dans un bunker qui, comme on l'a vu par exemple la nuit dernière, peut être bombardé avec des tonnes d'explosifs. Merci Quentin. D'un mot, la note donne aussi des informations sur le corps d'Ali Khamenei, donc qui a été tué, lui, dans ce fameux bombardement, mais qui n'a toujours pas, quasiment 40 jours après, qui n'a toujours pas été inhumé. Oui, toujours selon les services de renseignement israéliens et américains, les Iraniens seraient en train de débuter la construction d'un grand mausolée à Qom où serait inhumé le corps de l'ancien guide suprême. Ils indiquent que cette pierre tombale serait suffisamment grande pour accueillir une partie de sa famille, dont sa fille, sa belle-fille et son petit-fils morts avec lui, et peut-être même Mojtaba Khamenei lui-même, précise le Times. Merci Quentin. Pierre, est-ce que c'est important qu'il soit toujours en vie, Mojtaba Khamenei, du point de vue des Iraniens? Oui, encore qu'il incarne le guide suprême dormant, donc, et d'une façon symbolique, ça montre bien que ceux qui sont aux manettes, et c'est déjà le cas depuis longtemps,
c'est le pouvoir militaire, ça n'est plus le pouvoir religieux, et là c'est encore plus frappant. Pour ajouter un élément par rapport à ce qui a peut-être permis de le loger, comme disent les policiers, donc le fait de voir des mouvements suspects, dont on a déjà parlé pour d'autres affaires, sur les pizzas ou les viennoiseries dans l'identification d'une réunion du haut état-major de la marine russe à Sébastopol, etc. Donc il y a ces éléments-là. Mais il y en a un autre, c'est qu'aujourd'hui, le renseignement de cette nature, de cette qualité-là, vaut de l'or dans une situation qui est assez chaotique pour les Iraniens, et donc des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, veulent mettre leur famille à l'abri, veulent essayer de s'en sortir, etc., donner ce type de renseignement. Alors après, il faut trouver la bonne filière pour arriver à le faire remonter, mais encore une fois, les Américains comme les Israéliens payent au prix d'or des renseignements stratégiques de cette nature. Ils ont les moyens de faire passer de l'argent liquide, on l'imagine ? Non, oui, alors, je sais pas, compte tenu de la difficulté des circuits, c'est plutôt mettre de l'argent sur un compte et avoir, enfin, c'est des choses qui se sont pratiquées dans le passé, et avoir des promesses d'exfiltration. Alors, ça peut être de la famille ou d'un enfant qui est à l'étranger et qui sera sécurisé entre guillemets. Enfin, il y a des tas de possibilités en fonction du profil des personnes. La difficulté pour ceux qui veulent donner ce renseignement, c'est trouver le bon filon et pas se faire taper par les services secrets iraniens. Mais encore une fois, la quête du renseignement et le fait de payer du renseignement, c'est le job du Mossad et de la CIA. Et, comment dirais-je, je suis persuadé que ça joue un rôle dans les identifications. Le chef du service des renseignements des Passes d'Aran a été éliminé il y a quelques heures. Voilà, c'est aussi des choses qui se monnaient. Et à la guerre, encore une fois, les Américains et les Israéliens, ils sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table. Et il y a des personnes qui peuvent considérer que, foutu pour foutu, il faut qu'ils sauvent quand même leur famille, etc. Je me souviens dans le passé aussi, sur des négociations, le fait de promettre des soins. Il faut bien se rendre compte que moi, je pense aux personnes âgées. Là, moi, j'étais à l'hôpital ce matin. J'aimerais pas me retrouver en Iran, avoir à soigner un cancer en Iran aujourd'hui. C'est une situation absolument catastrophique. Donc, les services secrets offrent toute une gamme d'apports et d'aide pour ceux qui veulent, ceux qui se disent non, attends, là, je sauve ma peau, je sauve ma famille, la famille. Hein, tous ces gars-là, enfin la plupart, parce que c'est surtout un système macho et masculiniste, voilà, ils ont aussi des sentiments, même s'ils appartiennent à un système totalitaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette note d'information, Daphné ? Alors tout d'abord, moi je suis un peu surprise. Information de cette nature, et comme vous l'avez dit Pierre, extrêmement importante, ne soit pas utilisée pour éliminer ce nouveau guide suprême, puisque si la localisation est aussi claire, si les mouvements, quoique non routiniers, peuvent être tracés, ça me paraît être la chose à faire pour les services de renseignement israéliens notamment. Peut-être qu'il est protégé par son bunker ? Oui, peut-être. Enfin, l'histoire a montré que les bunkers ne protégeaient pas forcément. Mais bon, au-delà de ça, évidemment, c'est une opération pour décrédibiliser le régime et pour nourrir le doute sur l'autorité réelle de ce guide suprême qui a remplacé feu son père Khamenei, même si il est extrêmement clair depuis le début de la guerre que les services sécuritaires, évidemment les gardiens de la révolution, ont le contrôle du pouvoir bien plus que le clergé. Donc ça, c'est une évidence, mais ça participe effectivement d'un effritement, voilà, de l'autorité iranienne. Est-ce que vous sous-entendez que la fuite d'une note de renseignement comme celle-ci vers la presse est peut-être synonyme de manipulation ? Alors ça, c'est une pratique finalement qui s'est assez répandue depuis le début de la guerre en Ukraine. Rappelez-vous qu'il y a des informations d'importance cruciale qui ont été fuitées par la presse américaine avant l'invasion russe en Ukraine. Et de fait, c'est devenu une pratique de plus en plus courante de la part des services de renseignement occidentaux, qui auparavant étaient beaucoup plus discrets que ça, de faire fuiter effectivement des informations. Donc là, il faut être quand même un peu attentif et faire attention à ce qu'on reprend, mais effectivement, qui s'avèrent
exact. Et donc voilà, c'est une pratique qui se répand. Donc je ne suis pas surprise. En revanche, je suis, pour finir, un tout petit peu surprise que cela ait fuité dans un journal britannique et non pas un journal américain. D'habitude, c'est plutôt le cas dans les grands journaux américains, type le New York Times ou le Washington Post. Ou le site Axios, Oui. enfin, qui n'est pas tellement branché renseignement, qui a l'air directement connecté à la Maison-Blanche. Oui, Christian. Ce qui va dans le sens de ce que dit Daphné, c'est l'évolution des institutions à l'intérieur du régime. Quoi qu'on dise, il n'est plus aussi important, ce guide suprême, puisqu'il y a eu une mutation du pouvoir. C'est très simple. Avant la mort d'Ali Khamenei, le père, c'est le guide suprême qui commandait les gardiens de la Révolution. Depuis la mort d'Ali Khamenei, c'est les gardiens de la Révolution qui ont la main sur le guide suprême, et pas seulement parce qu'il est mal en point ou convalescent. Mais s'il ne l'était pas, ça serait quand même la même chose, parce que les gardiens de la Révolution détiennent une part considérable, 40 à 50% des revenus pétroliers de l'île de Khark, qui tiennent le pouvoir militaire, etc., etc. Donc, ça n'a pas nécessairement une grande importance. À l'intérieur du système iranien, je pense que la mutation, elle est faite. En revanche, à l'extérieur, pour les Occidentaux, c'est peut-être intéressant pour les Iraniens de les enfumer de telle ou telle manière. Donc, ça irait dans le sens de ce que Daphné évoquait, sans certitude, et j'ai pas plus de certitude qu'elle, mais d'une manipulation de quelque chose d'organisé. Parce que ce guide, à mon avis, appartient désormais au passé, quel que soit son futur. Est-ce que vous imaginez cet homme remonter sur une bicyclette et faire le tour de Téhéran? Je veux dire, franchement, c'est pas possible. Ou bien refaire tout simplement des grands discours enflammés à une tribune. On ne l'imagine plus. La page est déjà tournée. Mais je pense, oui. Et pour vous, Grégory? Pour reprendre l'expression que Donald Trump a utilisée, je crois, hier lors de sa conférence de presse, et je me permets de reprendre ces mots, le guide suprême n'est plus si suprême que ça. De fait, il n'a aucun pouvoir. Comme vous l'avez dit, ce sont les gardiens de la Révolution qui désormais contrôlent encore un peu plus le pays, et l'autorité du guide suprême n'est plus là. Maintenant, là où on peut s'interroger, c'est que Trump, cet après-midi, au milieu des propos que vous avez cités en début d'émission, a dit qu'il continuait des négociations avec des dirigeants moins radicaux, plus intelligents que les précédents. Mais avec qui ? Pas avec Mojtaba Khamenei, ça c'est une certitude, d'autant plus s'il est inconscient ou dans le coma. Mais avec qui Trump parle-t-il aujourd'hui, s'il y a encore des négociations via notamment l'émissaire pakistanais? C'est une vraie question. Vous pensez qu'il y a effectivement des négociations, ou vous pensez que c'est toujours une manière de tenter de rassurer ou les marchés, ou les échanges pétroliers, ou les Américains eux-mêmes? Je pense que ça s'agite beaucoup, notamment par l'intermédiaire des Pakistanais, et qu'il y ait des discussions indirectes. Oui, je crois qu'elles ont encore lieu, là, à quelques heures de l'ultimatum. Mais avec qui Trump parle-t-il? Est-ce que c'est Ralibaf, le président du Parlement? En voyant les déclarations de Ralibaf, j'y crois peu. Est-ce que c'est avec Pezeshkian, ce président un peu fantoche également dénué de pouvoir? Il avait déjà pas beaucoup de pouvoir avant le déclenchement de la guerre. Est-ce que c'est avec d'autres personnes qui appartiennent au système, qu'on peut considérer comme plus pragmatiques ou d'anciens réformateurs? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas avec Mojtaba Khamenei. La presse américaine est très sceptique sur cette idée qu'il y aurait